Il faut tout d'abord retenir quand même une notion importante à niveau d'histoire de l'art et de culture, que de toute façon, même dans les périodes des crises et des difficultés, effectivement, les gens se rapprochent encore plus à la culture. Et en fait, par exemple, en 2012, au moment au pic de la crise, on a atteint en fait le score, le pic des visiteurs. Donc on parle de quelque chose comme 9 720 000 visiteurs à cette année-là, en sachant que l'année passée, 2013, en fait, la fréquentation a un peu faibli, dû aussi au problème des pickpockets dans les musées, donc des jours de grève de surveillants pour essayer effectivement de souligner et de porter à l'attention aussi du nouveau président directeur Jean-Luc Martinez ces problèmes qui effectivement depuis n'a pas été résolus, mais que on a pu effectivement sur lesquels il a été possible de quand même d'endiguer, de réduire les problèmes. Donc en fait l'idée c'était vous illustrer ce qui se passe au Louvre, mais je disais peut-être c'est intéressant de l'illustrer en fait en prenant un peu en parlant de ce que j'ai fait et un peu plus aussi de l'histoire du musée même. Donc effectivement à niveau de ce qui se passe chaque jour au Louvre, de la culture, de tout ce qui est la programmation qui s'est fait, aussi des travaux qui ont y conduit, parce que voilà, donc ça c'est ce que on avait avant la création de la pyramide, et aussi en vous donnant un peu de chiffres, parce que je sais que ça peut être un peu ennuyeux, mais le musée du Louvre, avant d'être un musée, est un palais, et c'est un palais donc très grand. Je me rappelle en fait au pot de départ de l'un des conservateurs en charge du département de la section de la peinture vénitienne, Jean Habert, qui avait dit effectivement au Louvre il faut avoir une bonne tête pour travailler, mais surtout de bonnes jambes, parce que c'est un musée très très grand. Donc en fait il fait 22 hectares avec les jardins des Tuileries, 16 hectares de musée, donc vous avez ici, 16 hectares en fait de surface au plancher, à savoir une surface totale de 240 000 € dans les palais mêmes, ce qui veut dire le musée, en fait, il s'extend à peu près sur 160 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés sont réservés aux réserves. Donc vous voyez ici, par exemple, cette photo, c'est la voie des déserts intérieurs, donc la ville secrète, mais peut-être pas plus autant depuis 25 ans qu'on l'utilise. Et donc vous avez là par exemple le transfert, vous voyez sur le chariot en fait des deux tableaux. Donc et à côté en fait c'est le conservateur, je crois c'était un conservateur, et il est parti à la retraite en 2010, Sylvain Labessière, qui effectivement accompagne comme partout, il y a toujours une personne responsable donc qui accompagne ces déplacements, et effectivement c'est la ville secrète au musée, donc c'est quand même intéressant de voir aussi d'avoir ces regards par rapport à ce que l'on voit jamais, parce que de toute façon l'importance c'est ce que le public voit en salle. Et donc disons que pour vous donner une idée finale, on a 2500 portes, 1000 marches et à peu près 35 000 œuvres exposées. Toutes ces œuvres, en fait, vous pouvez les voir aussi sur le site du Louvre. Si vous y allez, louvre.fr, il y a un site, c'est à l'intérieur, la base des données, ça s'appelle Atlas. Et en fait, vous avez la remise en Internet des cartels dans les salles donc des œuvres exposées. Vous trouverez, lorsqu'en fait vous trouvez pas une œuvre que vous cherchez, par exemple jusqu'à avant-hier, la victoire des Samothraces n'était pas exposée, elle était en restauration, donc normalement la mise à jour se fait chaque jour. Et donc en fait vous allez trouver maintenant, depuis qu'elle a été remise en place il y a 48 heures, à nouveau la fiche explicative de cette œuvre. Donc, disons que ma journée commence par ça, c'est-à-dire ça c'est la journée type, et c'est très bien. Donc moi j'arrive à un bus le matin, et donc je dois dire que je suis toujours contente, parce que j'ai dit
Bien, ça veut dire que ça va être une autre journée difficile sûrement pour les touristes, parce qu'il faut s'imaginer qu'on a déjà ce type de queue à 9 heures le matin, donc les gens sont très motivés, ils attendent, et pourquoi les gens s'agglutinent et attendent si patiemment de rentrer? Effectivement, c'est quelque chose que je trouve ébahissant chaque jour, parce que j'ai dit c'est l'attrait de l'art, des œuvres, de la culture, et sincèrement je trouve que c'est vraiment beau de voir qu'il y a constamment pluie, mauvais temps. En fait, les gens se sont motivés d'attendre. Cela parfois peut déclencher effectivement des actes auxquels on assiste, donc différents et variés, des gens qui se prennent en photo, donc des scènes vraiment sur les parvis devant l'entrée principale de la pyramide, qui est assez particulier. Qui fait aussi que la pyramide suscite vraiment un véritable attrait. C'est vraiment presque un symbole autant que les autres symboles qui sont à l'intérieur du musée. Donc, par exemple, il y avait un conservateur, Régis Michel, avec lequel je commençais mon stage, qui avait l'habitude de donner les rendez-vous à côté de la statue de Louis XIV. Donc, personne, normalement, savait où se trouver. Et en fait, la statue, elle est là. Mais effectivement, avec cet attrait de la pyramide, si vous demandez à quelqu'un qui travaille même au Louvre, bon, on se retrouve là-bas, difficilement, il saura effectivement se repérer et remarquer qu'il y a cette statue, effectivement, qui a été posée là en 1988 avec l'ouverture de la pyramide. Donc, la réalité du Louvre, je vous disais encore quelques chiffres pour vous expliquer comment ça fonctionne, même à niveau de grandes structures. Il y a 5 337 000 payants et il y en a un peu moins de visites gratuites, tout en sachant que, en tant que service public, il y a une partie de visites qui sont totalement gratuites pour les écoles et c'est un budget toujours un déficitaire parce qu'effectivement, en tant que lieu, institution culturelle, les musées de Louvre est porté effectivement à pouvoir faire des visites, habiliter les gens qui peuvent pas se les permettre, des groupes en difficulté, des écoles aussi, en tout cas de pouvoir profiter. Et c'est vraiment dans les statuts même de cet établissement public. Donc quand même il y a une partie importante des entrées qui sont données par les recettes, par les expositions parfois aussi, mais à compter effectivement que depuis 2003 on se gère que par rapport à ceux qui sont nos entrées, donc il faut trouver tous les moyens parce qu'on n'est plus dans la réunion des musées nationaux, mais qu'il y a une partie du budget qui est creusée par ces visites gratuites parce que c'est vraiment au cœur même de la fonction du musée. Vous voyez aussi les 69% des visiteurs sont étrangers, dont les 15% proviennent des États-Unis. On a toujours l'impression, lorsque en fait on est dans les musées, on les traverse, qu'il n'y a que des Chinois, il faut dire. Donc en fait les Chinois ils sont autant nombreux que les Brésiliens, que les Australiens, que les Italiens. Donc peut-être les Chinois font plus de bruit que les Italiens, mais n'empêche que ils sont. Voilà. Ça serait difficile quand même. Nous on est polis, on regarde bien les œuvres. Je vous disais donc que voilà, ça c'est la réalité aussi, 35 000 œuvres exposées. À savoir, moi je travaille, comme Alexandra vous l'a anticipé, au département des arts graphiques, donc on est en soi vraiment les départements les plus riches en œuvres, mais évidemment, on verra tout à l'heure, les moins connus, pour des questions de conservation, bien sûr, et donc en fait, à niveau des musées, je vous pose ici la présentation effectivement de tous les plans de différents étages. À savoir qu'il y a 8 départements donc depuis décembre 2013, donc les départements des antiquités orientales, les départements des antiquités égyptiennes, celui AGER, donc antiquités grecques, étrusques et romaines, donc un petit aperçu des différentes salles. Il y a les salles où il y a la collection Campana. À côté, au milieu, vous avez la salle La Case avec les plafonds de Saitomble. Et en bas, la salle, toujours dans l'aile Molien en bas, avec la Vénus de Milo, qui effectivement a trouvé finalement un bon endroit, même à niveau d'apport de flux, question qu'on abordera un peu tout à l'heure, par rapport vraiment à la fréquentation des visiteurs qui demandent effectivement parmi les symboles à voir aussi évidemment la Vénus de Milo.
Ensuite, on a les nouveaux brand new départements des arts de l'islam qui donc a ouvert en 2013, en décembre, et qui, effectivement, comme a été constaté il y a 2 semaines, on a fait le président Jean-Luc Martinez a demandé un séminaire de 3 jours la participation de tout la partie scientifique, et effectivement, c'était question de faire déjà une réflexion. C'est des départements très importants dans lesquels il y a eu beaucoup d'investissements, et à niveau de muséographie, peut-être quelque chose à revoir parce qu'il se trouve que c'est un peu compliqué, effectivement, pour les visiteurs de se repérer dans les différentes périodes et dans les différentes écoles régionales ou quand même de cette partie. Et vous avez aussi la couverture dans la cour qui est tout à côté, en fait, elle est à côté de... Il se situe... bon, je vais le séparer. En fait, à côté de la Seine. Et à savoir qu'en fait, bon, l'un des problèmes très importants sur lesquels éventuellement, si ça vous intéresse, on peut revenir plus tard, les problèmes en fait que le département se trouve au rez-de-chaussée. Donc, en cas d'inondation, c'est parmi les premiers départements dans lesquels il faut intervenir. Comme on est dans un plan d'évacuation, donc il y a tout aussi un problème d'espace. Donc, savoir qu'il faudra intervenir tout de suite en cas d'inondation dans les départements. Après, autre département très important, le département des objets d'art, qui, vous voyez à gauche les salles Napoléon III, que vous connaissez sûrement, très belles, qui se trouvent effectivement à côté du musée des arts décoratifs, donc côté rue de Rivoli, et à côté, en fait, l'une de toutes nouvelles salles qui est ouverte il y a à peu près 3 semaines, donc les départements des objets d'art, que si vous l'avez pas fait encore, il faut aller voir. Donc il y a 14 salles nouvelles des objets d'art qui ont retrouvé toute leur beauté. Donc on va d'un discours quand même chronologique, de period rooms, on a des cabinets de Marie-Antoinette avec tous les boîtes et tous les émaux, c'est vraiment magnifique, des miniatures. Donc il faut, les gemmes, il faut vraiment aller les voir parce que c'est quand même un effet fabuleux, en fait, de traverser les temps dans ces nouvelles salles. Enfin, on procède département des sculptures. Donc en haut, vous avez la salle consacrée à la sculpture allemande. Au centre, la cour Marly, qui est l'un des points phares aussi pour les visiteurs lorsqu'ils traversent le Richelieu. Donc il sort du métro Palais Royal Musée du Louvre, il va vers la pyramide. Et en fait, il voit sous les arcades, il y a déjà cette approche à la sculpture française du XVIIe. Et en bas, on est dans l'espace Molien. Donc, imaginez que devant, il y a les 2 prisons de Michel-Ange, et ça m'intéressait effectivement cette porte, la porte du Palais Stanga, qui en fait a été saisie pendant les saisies révolutionnaires saisies napoléoniennes, et qui a été en fait complètement démantelée et remontée ici. Elle vient de Crémone, donc la ville de mon père. Donc à chaque fois, mon père, quand il vient au Louvre, il faut aller voir cette porte qu'il imagine qui était là. Enfin, département des peintures, donc la salle consacrée à la peinture espagnole. À côté, vous voyez le Christ crucifié donc de Gréco, et sur la droite, la galerie des Médicis, donc Rubens dans toute sa splendeur. Un endroit qui est pas autant visité comme il faudrait, parce qu'effectivement, il y a là aussi toute une réflexion qui doit se faire pour diriger les flux envers d'autres sections que celles qu'on connaît. Donc là aussi, l'une des plus connues, c'est carrément la salle, l'une des 2 salles rouges. Là, vous voyez les radeaux de la Méduse de Géricault à côté de la Grande Galerie. Donc l'un des espaces les plus importants, soit aussi congestionné du musée, mais vraiment l'un des salles que l'on ne peut pas manquer. 7 départements, et on arrive au lieu le plus calme, donc les départements des arts graphiques où je travaille. Ici, vous avez la salle des consultations, un lieu sacré et caché parce qu'il se trouve dans la porte de Lyon, donc à côté du fleuve, vraiment en face du pavillon des arts premiers, pas loin de l'école du Louvre. Sachez que cela peut, motiver aussi une vocation à la découverte des dessins. Elle est ouverte tous les jours, 13h, 18h. Vous n'avez qu'à écrire au chef du département dont l'adresse, je peux vous la donner, mais sinon elle est sur les sites, pour demander de visiter, de regarder gratuitement des dessins. On les a à peu près 170 000, à savoir qu'en fait on abrite, vous voyez dans ces armoires, dans l'image à gauche, en fait, il y a toute la section de la peinture des artistes français 19e. Donc on a aussi en fait les dessins
dont les œuvres des artistes sont exposées au musée d'Orsay. Vous voulez voir à Toulouse-Lautrec, Cézanne, c'est chez nous qu'il faut venir. Donc cette belle salle de consultation, vous demandez, et bon, je disais, on considère toujours les dessins très compliqués, très difficiles à comprendre, parce que c'est une technique qui parle peut-être peu, mais tout le monde connaît les dessins, on sait bien qu'ils sont quand même quelque chose, tout le monde dessine, donc en réalité, notre métier, c'est vraiment de pouvoir approcher les gens de cette réalité. Ici, quelques pièces phares, vous connaissez sans doute, donc l'une des draperies de Léonard de Vinci, un dessin de Parmesan pour l'église de Santa Maria della Steccata à Parme, et un dessin aussi de Lucas Cranach. On est à 170 000, donc peut-être on vous donnera pas Léonard de Vinci à voir ni la première fois ni la deuxième fois, parce que ça, comme manipulation, c'est tellement fragile que on la donne qu'aux spécialistes, mais vous avez les restes. À savoir qu'en fait, on est un département un peu à part, au calme, parce que pour une question de fragilité, on ne peut pas exposer les dessins de manière permanente. Et donc, en fait, pour 3 mois d'exposition, on a une politique de prêt importante, c'est 3 ans à l'abri de la lumière après. Et dépasser un certain nombre, effectivement, d'expositions de prêt, on ne pourra plus l'exposer, parce qu'il y a un problème de, comment dire, de conservation du papier. Une fois qu'on dépasse un certain nombre de lux, donc un taux comment dire, d'exposition, en fait les papiers se dégradent de manière irréversible, même s'il est à l'abri de la lumière. Donc nous on est bien un peu plus au calme par rapport à ce qui est la réalité aussi du musée. Donc il y a un projet pour Pyramide qui est en cours pour effectivement repenser, réfléchir sur toute cette partie de l'entrée, aussi essayer de développer tout ce qui est la possibilité d'acheter les billets par Internet pour faciliter effectivement les queues qui vous pouvez voir chaque jour en bas de la pyramide. Aussi, ces phénomènes, vous connaissez très bien, donc c'est la salle de la Joconde, la salle des États. Les gens qui regardent, et là aussi c'est l'un vraiment des points de concentration les plus difficiles. De ma part, moi j'ai la chance, comme tous les employés du Louvre, en fait, de profiter du musée tel qu'il est à gauche. Donc les mardis, nous on a cette chance incroyable de pouvoir apprécier la victoire dans cette condition, mais la réalité est plutôt faite par ce que vous voyez au milieu et à droite. Pour ce qui est du département des arts graphiques, donc c'est très important de pouvoir avoir des expositions. Et en fait, il y a 2100 personnes qui travaillent au Louvre, toutes les mondes confondus. À peu près la moitié est composée des surveillants, des agents des salles, qui font quand même un travail extrêmement important, remarquable, parce que ils travaillent pas tout le temps dans de bonnes conditions. Donc c'est vraiment question de défendre ces corps, parce que c'est vraiment parfois pénible, donc vraiment très très important. Et à savoir que nous, en tant que chargés d'exposition au département, on est 2, mais on est 2 sur tous les musées. Donc on a cette possibilité d'exister, parce que le travail que je fais, c'est quand même, moi je considère magnifique. Donc j'ai éliminé toutes les possibles antagonistes dans les temps, parce que en fait c'est un travail qui quand même demande de la participation intellectuelle, de la recherche. Donc il y a un côté scientifique, mais il y a aussi un côté pratique que l'on voit à la fin de l'exposition. C'est l'un des travaux de l'ombre. Si tout va bien, en fait, notre travail n'est pas censé être vu. C'est-à-dire que, par exemple, je vous montre ici, bon, pour vous dire aussi où on est actuellement localisé comme département des arts graphiques, à part les espaces sous les halls Napoléon, donc dans la rotonde, on a aussi la possibilité, vous voyez là, entre la grande galerie et les 2 salles de peinture française, en fait, il y a ce passage un peu rose pâle. En fait, ce sont les salles Moliens, où effectivement on fait des expositions, comment dire, cycliquement. On était un nombre 10 par an. Et maintenant, en fait, c'est question peut-être de revoir un peu à la baisse, genre 6, 7, et pour effectivement essayer de faire des choses mieux, plus réfléchi encore, parce que effectivement c'est un besoin pour nous d'être visible autant que les autres départements, pour faire savoir qu'en fait on existe, on a des œuvres d'art extrêmement importants, et que les dessins de toute façon c'est un support artistique très très important qui comment dire, qui était pratiqué, qui est pratiqué par les artistes qui après font des sculptures, de la peinture. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et dans les cas spécifiques, lorsqu'on passe à la question aux questions pratiques, pour ceux qui est de mon apport, en fait, j'assiste normalement de commissaire, conservateur du musée ou de l'extérieur, à comment dire, dans la construction d'une exposition. Donc du A à Z, donc dans la rédaction de la liste des œuvres, le choix, les propos,
la rédaction des notices une fois qu'on a arrêté la liste, la mise en place, donc le suivi de tous les ateliers. Il faut savoir que le musée du Louvre est le seul qui a cette possibilité, je dirais, à niveau mondial. Moi, bon, par ce métier, je voyage beaucoup, mais en fait, c'est le seul métier qui permet c'est le seul musée qui permet effectivement d'avoir une personne pour chaque besoin. Il faut trouver cette personne au plus vite. Donc je pense que c'est en ça aussi la capacité, l'intuition, le sens intuitif italien qui a fait la différence, parce que effectivement il faut capter tout de suite effectivement où il faut se diriger. Donc j'avais dit quand j'avais commencé à avoir mon premier CDD, le jour où je connaîtrai la plupart des gens, ce sera le moment de partir. En fait je pense la plupart des gens, mais j'ai décidé que bon ça fait rien, je peux quand même rester. Donc voilà. De toute façon les gens partent aussi, donc moi je vais rester, mais bon. Donc partie de mon travail, c'est évidemment au moment de l'accrochage, ici c'est le cadre de l'exposition sur Claude Lorrain qui a eu lieu à Paris en 2011, puis à Harlem en 2012. Et donc assister, effectivement, surveiller, savoir intervenir dans les manipulations faites par les installateurs. Parfois ça peut arriver aussi de devoir manipuler en cas de problème, soi-même parce que ça fait partie des responsabilités, donc la manipulation des œuvres d'art, par exemple les dessins, s'il faut les décadrer, s'il y a un problème, il faut savoir faire ces choses, il faut savoir diriger des équipes, donc évidemment c'est très intéressant lorsque, en fait, à niveau des positionnements, si on n'est pas d'accord, au final, quand on est responsable, en fait, il faut pas avoir peur d'intervenir, chose qui quand même m'a pris pas mal de temps, parce qu'on m'a expliqué lorsque j'ai commencé, la personne qui m'a formée m'a dit rappelle-toi, t'es jeune, j'étais jeune, maintenant je suis un peu moins, mais et t'es femme. Donc quand tu te retrouves avec des équipes d'hommes qui te disent madame, ne vous inquiétez pas, on sait bien faire notre travail, bien voilà, il faut faire valoir les choses, mais pas par question de sexisme, mais pour une question de conservation de l'œuvre. Donc il y a tout un tas de conditions, hygrométrie, température, lumière, les moindres soucis dans l'œuvre, c'est pour ça qu'on fait aussi les constats d'état, tout repose en fait sur la personne qui est responsable. Et dans ces cas, quand c'est moi la responsable, effectivement, ça demande, comment dire, une précision qui ne peut pas être satisfaite que par les faits, madame, ne vous inquiétez pas, par cette réponse. Donc il faut aller vraiment, c'est une grande responsabilité. Après, ça demande aussi dans la présentation des œuvres, décider, par exemple, dans la muséographie, on va de la couleur de mur plutôt que des écarts, des choix à faire. Donc, bien évidemment, en amont, il y a tout un travail qui se fait avec les architectes, la signalétique et tout ça, mais au moment où on se trouve à accrocher, il y a toujours des aléas, donc il faut le savoir. Parfois, c'est moi-même, j'ai la chance de faire des choses aussi toute seule à niveau vraiment de commissariat. Donc là, par exemple, c'était une petite salle dans laquelle j'ai pu accrocher en fait une sélection des dessins préparatoires pour des plafonds italiens, donc pour la plupart anonymes. Donc j'ai l'occasion d'étudier carrément les pièces et après de pouvoir effectivement là présenter un projet qui, même si tout petit, ça a été un grand défi. Ça a pris 2 ans, effectivement, pour arriver à sélectionner 25 dessins, parce qu'il y avait tout un tas de questions qui s'est posées de cette manière. Donc, effectivement, il faut dire que c'est quand même un travail qui est quand même magnifique et qui quand même permet de comprendre de chaque jour, de se former. Donc là, j'ai mis effectivement la peinture concrète, ça a été le point de départ, c'est là que j'ai tout appris, c'est le conservateur avec lequel j'ai travaillé pendant 1 an et demi, qui m'a formé, et que effectivement, il disait, il n'y a jamais de problème, Federica, il n'y a que des solutions. Donc c'est sur cette base que lorsque j'ai mis pied dans les Louvres, j'ai dit je veux rester ici, parce que ici c'est vraiment les lieux, pour moi, historien de l'art, c'est vraiment les lieux où je peux m'épanouir et vraiment avoir à faire tous les jours. À savoir que, en fait, peut-être sur cette partie, désolé, je suis un peu long, je parle beaucoup, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes. Si vous pouvez patienter, je vous ai parlé de ce que j'ai fait, de ma passion, mais je vous ai pas décrypté une partie aussi de l'héritage, pourquoi les Louvres aussi demandent. Il y a évidemment énormément d'explications, de théories, mais n'empêche qu'effectivement il y a cette
cette attraction pour les musées qui, effectivement, je disais, mes passions chaque jour. Donc, au moment, en fait, j'arrivais, j'ai décidé de vous présenter ça parce que la réflexion que je faisais chaque matin, vous avez les symboles, le troisième paradis, Pistoletto, la dernière exposition de l'un des grands invités, c'était en avril 2013 jusqu'au en juillet. Donc, on avait scotché, on avait collé cette symbole que Pistoletto avait interprété, avait inventé, appelé le troisième paradis, sur en fait, en face de la pyramide. Et chaque matin, en arrivant, moi, je disais vraiment, c'est une espèce de effet d'attraction, comme si c'était une pyramide réelle ou quand même une sorte de message pour les martiens, parce que ça me faisait vraiment l'idée qu'on puisse rayonner partout. Et je disais, c'est sûr que dans notre planète, les matins, quand j'arrivais, je pensais, ils nous voient. Et donc, c'est vraiment cette attirance, parce que les gens viennent, demandent à voir. Évidemment, après, je vous disais, il y a tout un problème question pour lequel je pense on pourrait parler, mais pas des heures, des jours, des mois, de fait pourquoi les gens préfèrent aller dans un certain circuit. Il y a évidemment des théories. Donc ceux que vous voyez tout le temps, j'ai pensé ça, j'adore, j'ai une carte postale quand je travaille, c'est ça, parce que je pense que c'est vraiment pourquoi c'est là, c'est produit tous les jours et de plus en plus. Donc évidemment, vous comprenez qui est en train de regarder tous ces gens qui fixent vraiment comme s'ils étaient médusés. Donc c'est vraiment une espèce de sacralité. Après, vous allez dans la salle, c'est crevant parce qu'il y a un bruit pas possible. C'est vraiment très difficile à, comment dire, apprécier l'œuvre en soi, d'autant plus qu'on arrive, on se dit, ah non, mais je m'attendais à la Joconde beaucoup plus grande. Il y a cette sacralité qui s'est fait même de la partie de la conservation. Donc ici, c'est une photo dans la base Imaginum, une base interne, qu'on a à disposition avec des photos. Et donc, c'était le moment où il fallait encadrer la Joconde. Elle est dans un cadre donné par Béatrice de Béhague, donc un cadre donné en 1905. Et là, c'est donc sans les cadres. Et vous voyez aussi, il y a beaucoup de conservateurs. Donc, c'était le moment où il fallait la mettre, en fait, sous vitrine. Avant l'ouverture, c'était quoi, en 2005, dans la vitrine, sous vitrine, dans la salle des États. Donc, dans toute cette attente qu'il y a le public, il faut savoir que la réponse qui s'est faite par les musées est une réponse multiple. L'idée de comment dire, satisfaire les attentes, donc de voir par exemple la Joconde plus que d'autres œuvres lorsqu'on vient on visite le musée. L'idée nouvelle portée par le nouveau président, c'est de créer un centre d'interprétation pour connaître mieux l'histoire du palais. Donc l'histoire du Louvre, pas simplement comme musée, mais comme aussi bâtiment qui abritait des collections royales. Donc ça, c'est un centre qui sera ouvert dans une partie du musée en 2015. La maintenance aussi, c'est toujours important des œuvres, donc le fait d'intervenir, et tout en sachant qu'il y a une politique de prêt très importante. Donc vous êtes là, en VDI, c'est la réserve du Carrousel, là où on met les œuvres du département des sculptures, qui sont en fait qui transitent avant de passer à l'atelier de restauration au centre de recherche du musée de France et qui en fait sont prêtés, donc ici les épis sur lesquels on met les tableaux en attente ou qui reviennent de voyage, mais l'idée c'est de compenser, effectivement essayer d'équilibrer toujours. Donc il y a ces mouvements d'œuvre qui s'est fait les mardis, le jour de fermeture, donc c'est un jour très important parce que les équipes peuvent accéder au musée pour la remise en place des œuvres, pour le changement. Et donc, ces moments-là, il faut savoir que la maintenance, vous pouvez imaginer en tant que bâtiment et en tant que musée, est vraiment énorme comme budget. On a tout type, je disais, aussi de capacités, de savoir-faire. Donc, les installateurs qui travaillent en haut pour remettre en place un tableau d'éthicien. En bas, c'est Max Dujardin, donc le chef de l'atelier d'encadrement et de dorure, qui s'occupe de faire des maquillages, parce que parfois aussi, on a le temps, on essaie, mais vous imaginez en fait la quantité aussi des cadres. Il y a une réserve spéciale pour les cadres, et donc il s'appelle faire un peu de bichonnage, donc peut-être reprendre quelques lacunes avec un peu de la peinture dorée. Il s'agit aussi d'opérer dans la maintenance, donc envisager et savoir qu'il y a tous ces métiers qui concernent l'éclairage, le nettoyage et le cirage. Et grand défi aussi dans le mandat de notre nouveau président, il y a bien évidemment le maintien de cette usine, de ce workshop très très grand qui est le Louvre-Lens. Donc à savoir que il y aura en fait la volonté, c'est d'essayer de se resserrer sur les collections, dans le sens essayer de mettre un peu d'ordre et de revoir un peu certains
problèmes qui, effectivement, lors du séminaire sont apparus dans les différentes salles, parce que, effectivement, il y a toute une réflexion. La pyramide a été ouverte il y a 20 ans, mais en fait, presque 30, mais en fait, 25 ans, il faut savoir que ça commence à dater. Donc, on a compris, grâce à l'apport de chaque responsable du département, qu'il faut intervenir. Lens se pose comme lieu où, effectivement, on peut envisager l'avenir en nouvelle histoire de l'art, de nouvelles formes de présentation, et aussi, juste cette image de ce qui est la vue du haut de Louvre à Abu Dhabi. Donc, il y a notre grand défi qui nous attend. L'ouverture est donnée 2 décembre 2015. Et là aussi, c'est une autre opération qui est en route. Et donc, le soir, bien tard, voilà, la fin de ma journée. Mais bon, je suis toujours contente, donc je me dis, pour aujourd'hui, c'est bon. Demain, c'est un autre jour. Donc, on recommence dans cette éternelle variété, nous espérons. Voilà, merci. Merci, Federica.